Pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices et d'où vient le nom de votre brasserie? Oui, bonjour. Donc, je suis Édouard Hague, le président de la brasserie Météor et représentant de la 8e génération dans cette entreprise familiale, plus ancienne de France, hein, parce qu'on brasse sur ce site depuis 1640. Et on s'est appelé pendant très longtemps simplement du nom de la famille ou des familles Hague et Metzger. Et à partir de 1925, nous avons décidé de nous appeler Météor. Alors, pour une raison, je dirais, assez simple, à l'époque, l'Alsace était redevenue française. Il fallait trouver un nom qui convienne aussi bien en français qu'en allemand. C'était aussi un peu l'époque où un certain nombre de brasseries arrêtaient de s'appeler par le nom purement patrimonial, le nom de famille, mais trouvaient des marques un peu plus porteuses. Et nous avons choisi à l'époque Météor parce que mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient assez fans d'astronomie. C'est d'ailleurs toujours le cas, ça a traversé les générations. Et donc Météor nous plaisait particulièrement. D'accord. Alors avant tout, pour vous, c'est quoi une bière? Alors, ce que c'est une bière, c'est avant tout, quand je pense bière, je pense au moment de plaisir, au moment de partage avec des amis, avec des proches. C'est une boisson qui est là pour rafraîchir, pour désaltérer, pour socialiser. Voilà, ça me fait penser à tout ça spontanément, la bière. Oui, et en termes de recettes, basiquement? Ah, bah en termes de recettes, alors effectivement, j'irais de manière plus pragmatique. La bière, c'est avant tout une boisson fermentée à base de céréales. Il y a 4 ingrédients principaux pour faire de la bière. Il faut une eau de qualité, il faut du malt d'orge ou d'autres céréales éventuellement. Il faut de la levure et du houblon. Et avec ces 4 ingrédients principaux, on peut en rajouter d'autres, notamment des fruits, des épices. Mais avec ces 4 principaux ingrédients, on arrive à faire toute une variété de bières. Et je trouve que c'est ça qui est beau, notamment et noble dans notre métier de brasseur. C'est un peu comme un cuisinier qui, à partir des mêmes ingrédients, peut faire des plats très très variés, très très différents. Et donc, avant tout, une bière, c'est ça. D'accord. Si nous vous avons contacté pour cette émission, c'est avant tout parce que votre brasserie, c'est la plus ancienne d'Alsace, peut-être même de France. Et à ce titre, l'histoire de votre établissement parle aussi de l'histoire de la bière dans notre région. Alors comment les deux sont liés et comment l'histoire a impacté votre brasserie? Oui, effectivement, nous sommes la doyenne des brasseries françaises puisque nous brassons depuis 1640. Donc non seulement nous sommes la plus ancienne, mais en plus la plus ancienne sur le même site. Nous brassons en plein cœur du petit village de Hörfelden, qui est à 25 km de Strasbourg. Et c'est vrai que c'est une grande fierté, en même temps une grande responsabilité aussi que d'être la plus ancienne brasserie. Et quand on regarde dans le rétroviseur, c'est vrai que notre propre histoire se mêle complètement avec la grande histoire à la fois de la région, de l'Alsace, de la France, de l'Europe, à commencer par tous les chamboulements en termes de changement de nationalité. Évidemment, l'Alsace, pardon, qui était française au XVIIe siècle, puis allemande, puis de nouveau française, puis allemande, puis de nouveau française. Ce sont des épisodes que nous avons connus, avec parfois des conséquences très pragmatiques, notamment commerciales. Quand en 1870, l'Alsace est devenue allemande, à l'époque, on avait des débouchés, notamment via le train de la bière, en région parisienne. Oui. Du jour au lendemain, tout d'un coup, cette France qu'on appelle parfois aujourd'hui la France de l'intérieur, le reste de la France hors Alsace, devenait un pays étranger vers lequel il fallait exporter notre bière avec toutes les complications administratives qu'on imagine à l'époque, et c'est des choses qui sont d'ailleurs assez bien documentées. Donc on a dû plusieurs fois dans notre histoire bien sûr nous adapter à ces changements de nationalité, bien sûr aussi aux différentes guerres, les difficultés de ces guerres, au-delà de toutes les difficultés qu'on connaît bien sûr d'ordre national et autres, mais à l'échelle de notre brasserie, c'était déjà le manque de personnel, puisque un certain nombre de personnel était mobilisé, et puis aussi la difficulté d'approvisionnement de matières premières, bien sûr aussi un marché qui s'effondre. Donc on a connu des années de baisse drastique de la production, notamment en 1941, 1942, 1943. Et puis plus récemment, alors évidemment avec je dirais beaucoup moins de drames que pendant la Seconde Guerre mondiale, mais plus récemment malgré tout avec le Covid, étant donné qu'on vend beaucoup de nos bières dans les bars, les cafés, les restaurants. Les 2 années de Covid nous ont beaucoup touchés, et on a connu aussi une baisse assez forte de la production de l'ordre de 40 à 50% en 2020 et 2021.
D'accord. Vous parliez juste à l'instant du train de la bière. C'est quoi ça Oui. exactement, le train de la bière? Le train de la bière, c'est quelque chose qui a été consécutif à la construction de la ligne ferroviaire entre Strasbourg et Paris, qui date des années 1850. Et à partir de ce moment-là, les brasseurs alsaciens, qui étaient réputés déjà pour la qualité de leur bière, ont commencé à envoyer à travers des trains qui étaient plus ou moins réfrigérés avec des pains de glace, de la bière vers la capitale. C'est ce qui a contribué aussi à cette époque à la renommée des brasseries alsaciennes, qui étaient Mhm. reconnues notamment pour non seulement pour leur style, mais pour la qualité aussi de leur bière à une époque où il était beaucoup plus difficile de maîtriser la qualité. C'est ce qu'on dit historiquement où l'Alsace envoyait un train par jour à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Du coup, d'après vous, quelles sont les bières les plus consommées en Alsace et quelle est l'histoire et l'origine de ces produits? Alors, les bières les plus consommées en Alsace aujourd'hui, mais c'est vrai aussi pour d'autres régions et même d'autres pays, ça reste les bières de type Pils ou Lager. Ce sont des bières de fermentation basse. C'est Mhm. typiquement notre Meteor Pils ou la Meteor Lager. Ce sont des bières qui sont connues pour être très désaltérantes, néanmoins très difficiles à faire. Ça nécessite vraiment un savoir-faire, une maîtrise. C'est souvent à sa Pils qu'on reconnaît un grand brasseur. Nous sommes d'ailleurs les fervents défenseurs de ce type de bière et on pense que c'est des types de bières qui méritent d'être vraiment reconnus à leur juste valeur, encore une fois par la complexité de mise en œuvre lors de la fabrication et puis parce que ce sont des bières qui sont à la fois très agréables, avec une fine amertume, en même temps très désaltérantes. Mhm. On peut en boire aussi en quantité bien sûr raisonnable, hein. La bière se consomme avec modération, mais néanmoins on peut en boire en quantité plus importante. Et ça reste encore aujourd'hui pour nous la recette que l'on vend le plus, même si la Pils a été créée en 1927, donc elle a quand même une longue histoire. Mais c'est vrai qu'à côté de ces best-sellers, si je puis dire, on a de plus en plus de bières dites de spécialité, à commencer par les bières blanches, les IPA, Mhm. des bières brunes, des bières foncées, euh, qui, qui, qui représentent d'ailleurs autant de styles. Quand je dis bière blanche, etc., ça veut pas dire grand-chose. Derrière, ce sont des white IPA, ce sont des blanches épicées, des blanches de type belge, etc. Et c'est autant de styles qui aujourd'hui conquièrent un public croissant en Alsace et ailleurs. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas à titre personnel, en tant que consommateur, c'est de naviguer un peu dans tous ces styles de bière. Il y a vraiment des moments là, l'été va arriver, il va faire chaud, on a envie de se désaltérer, de se retrouver sur une terrasse. Honnêtement, une bonne pils, il y a pas mieux. Inversement, il y a des moments où on cherche quelque chose qui a plus de caractère. Mhm. On ira peut-être, par exemple, sur notre Météor Triple, qui est une bière qui est plus forte en alcool, à 8%, qui est plus ronde aussi. On peut souhaiter parfois aller sur une bière de type IPA, qui sont des bières qui sont fortement houblonnées. Voilà, je trouve que à chaque moment de la journée ou de l'année convient un style de bière. Ça dépend beaucoup du contexte. D'accord. Alors là, on parle de météore bière d'Alsace, mais la bière a une histoire qui est au minimum 3 fois millénaire. Et à notre connaissance, tous les continents ont vu se créer des boissons qui sont issues de la fermentation de céréales. Et je me demande donc ce que nos bières doivent aussi à cette histoire mondiale. Alors, effectivement, je dirais la culture brassicole alsacienne, c'est une culture qui est issue d'influences multiples. Mais ce qui va bien avec l'Alsace, on est quand même à un carrefour de l'Europe, hein. On a été toujours ballotté entre les mondes latins, les mondes germaniques, avec des influences diverses. Et je crois que d'ailleurs notre gamme aujourd'hui, que ce soit la brasserie Météor, mais sans doute aussi un certain nombre d'autres brasseries alsaciennes, est vraiment le reflet de ces influences multiples. On a à la fois une bière de type Pils, qui est vraiment l'influence plutôt de la Mittel Europa, vraiment l'Europe centrale, des bières de fermentation basse. Le nom Pils d'ailleurs vient de la ville de Pilsen en République tchèque. C'est un style qui a été inventé dans cette ville, qu'on a été les premiers à faire en France. Mais à l'inverse, dans notre gamme, on retrouve des IPA qui sont plutôt d'influence anglo-saxonne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'IPA, mais IPA, ça signifie India Pale Ale. Et ce sont des types de bières qui étaient volontairement un peu sur-houblonnés,
Mhm. parce que le houblon a des vertus, on pourrait dire des vertus bactéricides. En gros, c'est bon pour la stabilité, pour l'hygiène de la bière. Et donc, à l'époque des Indes britanniques, les brasseurs anglais rajoutaient volontairement un peu plus de houblon pour être sûr que la bière reste de qualité à l'arrivée aux Indes après la traversée en bateau. Et ça a donné lieu à un style avec des bières plus fortement houblonnées, simplement parce qu'on rajoute notamment du houblon à froid. Le houblon n'est pas seulement ajouté en salle de brassage, mais ajouté aussi dans la bière quasiment terminée, ce qui permet de récupérer vraiment toutes les huiles essentielles. Et donc, c'est juste pour illustrer le fait que, peut-être à l'inverse du vin notamment, la bière est par définition une boisson qui est sujette à des influences d'un peu partout dans le monde. D'accord. Votre établissement, c'est la plus grande brasserie indépendante de France. Alors, quels sont les défis à ce niveau-là et qu'est-ce que cette indépendance apporte à un brasseur? Alors cette indépendance, c'est avant tout une histoire, c'est l'histoire d'une entreprise familiale. Je disais, je représente moi-même la 8e génération Mhm. à la tête de l'entreprise, et on s'est toujours battu pour rester indépendant et justement pour ne jamais vendre la brasserie, le site à une multinationale, parce que ce serait quelque part condamner le site, condamner les emplois, condamner sans doute aussi le savoir-faire. On a vu trop de brasseries de taille plus ou moins similaire à la brasserie Météor fermer ou se vendre et puis finir par disparaître. Donc c'est déjà un moteur très fort que de vouloir continuer à faire vivre la brasserie, être fidèle aussi à notre histoire, à ceux qui nous ont précédés. Et puis, c'est quelque part vraiment motivant aussi de dessiner un avenir à cette entreprise. On existe depuis 1640. Je suis convaincu qu'on sera là encore dans des décennies ou voire des siècles, à condition justement de rester indépendant. Puis être indépendant, c'est aussi faire ce qui nous semble bon de faire en dehors de toute logique, je dirais, purement financière ou capitalistique. On reste vraiment une entreprise à taille humaine. Nous sommes environ 250 salariés. Ça reste une entreprise, on peut se connaître les uns les autres. Et je pense que c'est une taille d'entreprise qui permet aussi un développement plus respectueux de notre ADN, bien sûr de l'humain, bien sûr des générations futures, et c'est quelque chose auquel on croit énormément, et pour rien au monde on ne changerait ça. Mais est-ce que cette indépendance, ça vous permet aussi de développer les produits que vous souhaiteriez développer sans forcément penser uniquement à la rentabilité et à la clientèle? Ah mais c'est certain, c'est évident, je dirais, ça va vraiment de pair avec notre métier de brasseur. On est là avant tout pour faire des bonnes bières et le faire de manière durable. Encore une fois, on existe depuis des décennies et des décennies, et donc on veut tout faire pour être là encore dans des décennies, et ça passe notamment par un certain nombre de décisions qui ne sont pas forcément rentables, ou alors rentables à très très long terme, sur par exemple des investissements pour des économies d'énergie, pour diminuer de manière plus rapide, plus drastique les émissions de CO2, etc., et qui sont des logiques complètement extra-financières. Et ça, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire quand on est indépendant. D'accord. On parlait de défis. Là, j'ai une question qui me vient. Est-ce que les défis qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est-à-dire les défis écologiques, ça impacte aussi votre travail, votre projection dans l'avenir? Oui, absolument. Ça nous touche à différents niveaux, bien sûr, sur le sujet des émissions de CO2. Et donc, nous faisons notre propre bilan carbone depuis maintenant une dizaine d'années. Un peu dans la logique de dire ce qui se mesure s'améliore, enfin en tout cas pour améliorer quelque chose il faut commencer par le mesurer et se donner des objectifs, comprendre justement ce qui dégage des émissions de CO2 tout au long de notre processus. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on met tellement en avant la bouteille consignée. C'est parce que le fait de réemployer, donc de réutiliser une bouteille plusieurs fois, ça permet d'économiser environ 79% d'émissions de CO2 et jusqu'à 30% de consommation d'eau. C'est vraiment quelque chose auquel on croit énormément.
et qui pour le coup est vraiment très alsacien, même si bien sûr on cherche à le déployer aussi au-delà de l'Alsace, mais en tout cas on s'est battu ces dernières années pour maintenir et continuer à développer cette bouteille consignée en Alsace, notamment pour ces questions écologiques. Et donc parmi nos sujets environnementaux, il y a aussi la question de l'eau. Alors on a déjà réduit de manière drastique nos consommations d'eau, parce que je me rappelle d'une époque où on consommait à peu près 15 litres d'eau par litre de bière. Aujourd'hui nous sommes à peu près à 4,5, donc on a déjà amélioré de manière vraiment significative, mais on peut encore faire mieux, et on a d'ailleurs des projets pour faire encore mieux dans les années qui viennent. D'accord. Une petite question encore sur la consigne. Est-ce que vous avez comme projet d'élargir la consigne, ou notamment aux canettes, ou à d'autres formats de bouteilles? Oui, alors surtout à d'autres formats de bouteilles. Donc, on a commencé par élargir notre gamme en bouteilles consignées. Donc, dans notre fameuse bouteille 75 centilitres, la bouteille verte, où on retrouve maintenant, au-delà de la Pils, des bières de spécialité, comme la Meteor IPA, la Meteor Hefeweizen, notre Meteor Bio. Et cette année, nous venons de lancer une gamme en 33 centilitres. Et on croit beaucoup d'ailleurs en ce format 33 centilitres consigné. Donc ce sont des bouteilles forcément plus petites, dans lesquelles on retrouve notre Meteor IPA, la cerise et la triple. Donc ce sont vraiment des bières de caractère dans notre gamme de bières de spécialité, et qui en plus sont dans des bouteilles qui vont pouvoir être réutilisées en moyenne entre 20 et 25 fois. Donc c'est vraiment vertueux. D'accord. Alors, quelles sont les bières du monde que vous souhaiteriez nous faire découvrir en tant que personne, ou même en tant que brasseur? Alors dans le monde, il y a vraiment beaucoup de types de bières très différents. Alors moi j'ai eu la chance de voyager pendant quelques années pendant mes études. J'ai notamment habité en Californie, à San Francisco, pendant un peu plus d'1 an. Et je me rappelle d'avoir dégusté des bières, d'excellentes bières. Alors bon, certaines qui sont iconiques, par exemple la Anchor Steam. Et plus récemment, d'ailleurs, toujours aussi aux États-Unis, j'ai dégusté d'excellentes bières plutôt sur la côte est. Je pense notamment à Other Half, qui à New York fait une très bonne DDH. Alors ça, c'est vraiment un peu technique, mais une DDH, c'est une double dry hopped, c'est-à-dire une bière qui est doublement houblonnée. Des bières qui ont vraiment énormément de caractère, qui sont faites de manière vraiment fantastique. Mais plus à l'est, on trouve aussi d'excellentes bières, notamment dans les pays baltes. En Allemagne aussi, bien sûr, certains styles très classiques, notamment une bonne Hefeweizen allemande. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment excellent, aussi très désaltérant, néanmoins avec beaucoup de complexité au nez et en bouche. Donc voilà, on pourrait passer des heures à faire un tour du monde de bière, tellement il existe une diversité à l'échelle mondiale qui est complètement incroyable. D'accord. Quelles sont les bières passées de mode actuellement que vous souhaiteriez voir revenir au goût du jour? Alors, il y a on sent alors je sais pas si c'est une petite tendance, ou en tout cas nous on a la volonté de contribuer à remettre un peu au goût du jour des bières acides de type sour. Et donc on s'est amusé d'ailleurs récemment en lançant une bière éphémère, donc qui sera pas de manière pérenne bien sûr dans notre gamme, et qui est qu'on appelle la Calaman Sour, du nom de cette petite agrume qui s'appelle le calamansi. Ou le calamandin en français, et qui est une bière là pour le coup particulièrement acide, et qui, je trouve, dans la dégustation pourrait presque se rapprocher d'un Riesling par exemple. C'est une bière qu'on pourrait tout à fait boire à table avec des crustacés, avec certains plats. Voilà, c'est des bières qui sont un peu passées de mode et qui reviennent. Et c'est un peu des bières qui ressemblent à des bières à fermentation spontanée, un peu comme la gueuse, ou Oui, on peut retrouver effectivement certains aspects, effectivement, notamment dans l'acidité, bien sûr, qui peuvent ressembler à ce type de bière belge. Oui. Mais avec un côté quand même beaucoup plus fruité, notamment par les agrumes qu'on y apporte. D'accord. Quelles sont les bières que vous considérez comme intemporelles? Alors évidemment la Pils. Pour moi c'est une bière qui a déjà traversé plus d'un siècle.
Et ce sont des bières euh, qui vont continuer à perdurer. D'ailleurs, beaucoup de brasseurs euh, qui, qui parfois démarrent surtout actuellement, par des bières de type IPA ou des bières, je dirais avec une belle complexité, finissent par faire des bières de type Pils et des bières de type Lager, ce que je trouve vraiment bien, parce que quelque part ça contribue aussi à redorer le blason de ce type de bière, même si nous en sommes vraiment des convaincus, et notre Météor Pils a reçu déjà des dizaines de médailles, Mhm. excusez-moi, ces dernières années, parce que c'est un style de bière vers lequel finalement on revient souvent, même si on ne boit pas que ça, mais on revient souvent vers ce style de bière. La bière, c'est un produit culturel, mais c'est aussi une boisson autour de laquelle nous socialisons. Que dire et comment faire pour que cette boisson tende à nous rassembler? Enfin, sans verser dans l'alcoolisme non plus d'ailleurs. Oui, bien sûr, oui, évidemment, mais c'est un vaste sujet, et en même temps, je pense assez simple, tant la bière est naturellement la boisson autour de laquelle on se rassemble Mhm. et on partage. Euh, D'ailleurs, on le voit, il suffit de se balader à Strasbourg ou ailleurs quand on regarde une terrasse. Bien sûr, il y a plein d'autres apéritifs et d'autres boissons qui existent, mais malgré tout, la bière est quand même reine sur les terrasses, parce que c'est une boisson qui fait du bien, qui n'est pas non plus trop alcoolisée, Mhm. ce qui me permet quand même d'en boire, je dirais, un peu plus, et avec justement une très grande diversité de recettes. C'est-à-dire qu'on peut tous boire une bière autour d'une table, mais avec chacun une bière différente qui correspond à ce dont on a envie au moment où on la déguste. Et donc, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant avec la bière. Encore une fois, c'est la noblesse à travers des mêmes matières premières, la noblesse du savoir-faire qui permet de faire des bières très différentes, et ça, par nature, ça rassemble. Plus que le vin? Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat Oui, oui, non. bière ou vin. C'est vrai qu'en Alsace, d'ailleurs, on a la chance d'être de manière historique à la fois une terre de vin et une Mhm. terre de bière, ce qui est quand même assez rare. Et je pense que c'est évidemment lié à ces influences à la fois germaniques et latines Mhm. dans les siècles qui nous ont précédés. Et moi, je suis tout à fait amateur à titre personnel, bien sûr, aussi de vin. Je trouve que les deux se marient très bien. On peut apprécier la bière et le vin. Mais à l'apéritif, pour moi, c'est évidemment sans aucun doute la bière qui prime. D'accord. D'après Benjamin Franklin, qui est comme un des fondateurs de la Constitution américaine, la bière est la preuve que Dieu nous aime et veut notre bonheur. Qu'est-ce que cette phrase vous inspire? La preuve que Benjamin Franklin est aussi un grand poète, en plus d'être un grand politique et scientifique. Mais non, au-delà de ça, je trouve que c'est vrai. Il y a quelque chose assez fantastique dans la fabrication de la bière, parce que c'est pas simple. Il faut d'abord que le grain d'orge germe, puis il faut le tourailler, puis il faut le brasser à certaines températures, puis il faut le refroidir. Enfin, il y a un savoir-faire qui est quand même très complexe pour arriver à une boisson finalement qui nous semble assez commune. On a tous de la bière dans notre frigo, on boit tous de Mhm. la bière quand on va dans un bar ou un restaurant, et en fait c'est vraiment pas si simple que ça. Donc je comprends tout à fait ce qu'a voulu dire Benjamin Franklin. Et euh, vous savez, à la brasserie Météor à Orfelden, nous avons ouvert depuis maintenant quelques années un lieu de découverte pour le grand public qui s'appelle la Villa Météor, donc qui permet Mhm. vraiment de découvrir la manière dont on fabrique la bière, dont on brasse la bière ici à Orfelden. Et souvent, quand je croise des visiteurs en fin de visite, ils me disent: ah, mais je me rendais pas compte à quel point c'est difficile de faire de la bière. Sous-entendu, je pensais que c'était un peu comme un soda, on prend de l'eau, on prend du houblon et puis on fait de la bière. Et en fait, à l'issue de cette visite, on se rend vraiment compte de la complexité. Et effectivement, il y a quelque chose de presque divin dans cette boisson. Oui, et puis moi, pour ma part, il me semble que la bière et le pain sont carrément apparentés parce que Oui, la recette est sensiblement la même, il y a juste des proportions qui changent au bout d'un moment.
En tout cas, on retrouve beaucoup de similarités, effectivement. Déjà les céréales, la fermentation, alors qui est une fermentation non alcoolique pour le pain, mais enfin l'utilisation de levure. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Moyen Âge, on parlait souvent du pain liquide pour désigner la bière, parce que il y a cette similarité dans les ingrédients. Et puis, bon, parce que la bière a peut-être aussi des vertus nutritives. En tout cas, c'est ce qu'on disait au Moyen Âge. D'accord. Eh bien, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.